Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors, Charles, dans l'actualité, il faut commencer par une espèce de tour d'horizon des relations de travail. Ça a été le thème de la semaine, mais là, on a 2 nouvelles grèves, puis une qui se termine. Oui, donc je vais vous faire un petit résumé de tout ça. On commence avec le port de Montréal, le conflit au port qui ne va pas s'éterniser, le Conseil canadien des relations industrielles qui a ordonné la reprise des opérations demain matin, samedi à 7 heures. Les employés étant en lock-out depuis dimanche soir. C'est une réponse de l'employeur après que son offre finale a été rejetée massivement. Le ministre fédéral du Travail, Steve McKinnon, il a demandé au Conseil de trancher cette semaine. Donc, il y avait 1200 débardeurs qui étaient touchés par cet arrêt de travail. Et cette mesure-là va aussi toucher les ports de Québec et de la Colombie-Britannique où les activités étaient aussi paralysées. Oui, parce que c'est un peu ça procède comme ça. Le ministre ordonne, mais le ministre ne fait pas lui-même le retour au travail. C'est comme c'est le Conseil canadien des relations de travail qui exécute la volonté du ministre, notamment le retour au travail. Mais là, la deuxième partie, ça va être l'arbitrage. Parce que là, on ramène tout le monde au travail demain, mais les conditions de travail sont pas réglées. Là, le Conseil canadien des relations de travail, là, on va dire la phase 2 de son mandat, c'est de piloter l'arbitrage. Ensuite, Post Canada, les travailleurs sont en grève depuis minuit. C'est un autre coup dur pour les entreprises après les lock-outs des ports. Les achats en ligne en vue du temps des fêtes qui pourraient se compliquer. Les 55 000 travailleurs du syndicat des travailleurs de Post Canada qui ont déclenché cette grève-là à minuit et 1. Les moyens de pression vont toucher les entreprises et des millions de clients partout au pays, donc des retards qui sont à prévoir, des bureaux de poste même qui seront fermés. On peut s'attendre à un délai avant que le traitement et la livraison reviennent à la normale. Les conventions collectives qui sont échues depuis le 31 décembre dernier chez Post Canada. Mais sur la question des colis, puis du temps des fêtes, moi... je sais pas comment les employés des postes sont... déjà que les postes sont en déclin, là, puis ça perd de la clientèle. Puis, si on compare la quantité de courriers aujourd'hui avec il y a 20 ans, puis il y a 40 ans, on s'entend que c'est pas en croissance, les postes. Là. Bon. Mais là, les gens sont débrouillards. Je sais qu'on va me dire, dans certaines régions éloignées, là, FedEx, UPS, les autres, ils vont pas. Là, les postes sont seuls. Ça, je le comprends. Mais partout ailleurs... tout le monde va chercher à contourner Post Canada. Je vais faire livrer, je vais regarder tous les autres services de livraison privés disponibles. Puis, un client perdu dans ce domaine-là, un client perdu est peut-être un client que tu ne reverras jamais. Ouais. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que le syndicat des postes tue sa propre business? Tu veux avoir des augmentations, des meilleures conditions de travail, mais une des choses qui permet à l'employeur de te donner des conditions de travail, c'est que l'employeur, puis ça boute le gouvernement, ça boute le parapublic, là. Mais une des choses pour donner des conditions de travail, c'est de faire des revenus, c'est d'avoir de la business. En tout cas, je suppose qu'aux syndicats, ils ont pesé tout ça. Mais moi, je me poserais la question. Et il y a une autre grève qui a commencé hier soir. Oui, je termine ma tournée avec les ingénieurs du gouvernement. Ils sont 2000 à être en grève générale illimitée depuis hier soir. Eux qui travaillent, par exemple, au ministère des Transports, à l'environnement, à la cybersécurité, aux affaires municipales aussi, ressources naturelles. Donc, le litige, dans ce cas-ci, qui porte sur les salaires, le recours à la sous-traitance vers le privé et plus de flexibilité qu'on demande. La dernière fois que les ingénieurs étaient en grève comme ça, c'était en 2022 et ça avait pas mal ralenti sur les chantiers routiers partout en province. Donc, à voir si ça aura un impact cette fois-ci. Ben, c'est certain que là, il y a un enjeu de capacité du gouvernement de recruter. Là, tu es dans un domaine précis où les grandes firmes de génie, les firmes privées, c'est clair, donnent des meilleurs salaires que le gouvernement. Là. Je veux dire, hors de tout doute raisonnable, les offres. Donc, c'est la capacité du gouvernement de garder des ingénieurs. Je vais toucher un sujet tabou, de garder les meilleurs ingénieurs, parce que des fois, je veux dire, tu sais, dans le privé, quand ils lancent un processus de recrutement pour aller dire, regarde, on va aller en chercher 3-4 qui travaillent au gouvernement présentement, ils les connaissent, là, ils les ont vus aller ces chantiers, des fois, ils ont travaillé. Les gens des firmes privées vont pas aller chercher les pires ou ceux qui, tu sais, fait que, tu sais, il y a une capacité du gouvernement. Bon, tu peux avoir des gens qui, philosophiquement, aiment mieux travailler dans le secteur public, tu sais, bénéficier des conditions de travail, de la sécurité d'emploi, des fonds de pension, puis tout ça. Mais quand même, il y a une notion d'attractivité, là, pour le gouvernement pour aller chercher des ingénieurs et des bons.
On va parler plus tard dans l'émission avec un des grands patrons du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui est en charge de ce palmarès des écoles. Mais à chaque année, c'est très attendu, notamment par les parents. Oui, et cette année, on en ressort quand même une nouvelle encourageante de ce palmarès. On nous dit, dans le fond, qu'il y a pas moins de 45 établissements qui ont réussi, donc palmarès des écoles secondaires, je vous le rappelle, 45 établissements qui ont réussi à améliorer significativement leur performance au cours de la dernière année. Et la majorité d'entre eux sont des écoles publiques. Un fait que j'ai trouvé aussi intéressant, plusieurs de ces écoles qui grimpent dans ces échelons accueillent une forte proportion d'élèves en difficulté. C'est le cas du Collège Boisbriand et de l'école Jean-Jacques Rousseau dans les Laurentides. Et le palmarès nous réserve aussi quelques surprises comme l'école secondaire de Mirabel qui se hisse dans le 10e rang provincial sans faire de sélection d'élèves. Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'écoles qui font ces sélections-là et ça peut jouer dans ce genre de... Ça aide à avoir des meilleurs résultats quand t'as choisi de trier les élèves à l'entrée. Là. C'est normal. Voilà, donc dans ce cas-ci, c'est un tour de force pour un établissement qui fait pas ce genre de sélection. Une autre donnée révélatrice, depuis 2017, les élèves québécois s'améliorent constamment en anglais. Donc, avec une moyenne qui atteint maintenant près de 80%. Mais est-ce que les cours d'anglais sont meilleurs où les jeunes passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, où il y a de l'anglais tout le temps que leur oreille... Bon point. Ouais, hein? C'est un bon point. Je me pose la question. D'autant plus que les résultats en français sont en baisse et sont passés sous la barre des 70% en juin dernier. Ça soulève certainement la question. Sur le palmarès général des écoles, moi, ce qui m'a toujours trouvé drôle, c'est que c'est critiqué. Là. L'idée même de faire un palmarès, c'est critiqué, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que, mettons, une école qui a baissé au classement ou qui arrive en fond de classement. Puis là, si tu interviews le directeur, il va dire « ces palmarès-là, c'est n'importe quoi, c'est pas juste, c'est des critères qu'on comprend pas totalement. » Alors que... Je gagerais mes culottes que ceux que tu viens de nommer là, dans les belles améliorations comme à l'école de Mirabel, eux, tu leur demandes « Hey, vous avez monté au classement? » Ils disent « Ben oui, c'est parce que nous, là, on a fait telle affaire, on a donné tel service de plus aux jeunes, on a mis en place des services de rattrapage. » Fait que c'est comme si ceux qui montent au classement, ils savent pourquoi, puis ils te l'expliquent, puis ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils ont amélioré dans leurs écoles. Mais ceux qui sont dans le fond ou qui ont calé dans le classement, eux autres sont comme « Ah, ces méthodes-là, ces classements-là, c'est du gros n'importe quoi. » Ça ressemble à certains élus, ça. Ouais, ça ressemble à bien des choses dans la vie, oui. Mais c'est vrai qu'on regarde ça, le palmarès. Tu sais, je me dis, comme parent, tu peux regarder les écoles dans l'entourage, qu'est-ce que tu vas choisir. Moi, j'ai regardé même ce matin mon école secondaire. Il n'était pas là. Il n'y a pas d'école secondaire de la Côte-Nord. Mais ça, c'est que tu vas l'avoir. En fait, ce que je comprends, on va poser la question à Sébastien Ménard tantôt, là, qui pilote tout le dossier. Je pense qu'aujourd'hui, on a un pré-dossier là, avec certaines écoles que Charles vient nous expliquer qui se sont améliorées. Je pense qu'en fin de semaine, l'édition de la fin de semaine du journal, tu vas avoir vraiment, comme chaque année, le palmarès complet, vraiment total complet. de toutes les écoles. Bon, on continue de surveiller le dossier de ce riche homme d'affaires masculiniste, là, mais qui était un homme d'affaires à succès lorsqu'il se présentait au cours des derniers jours, des dernières semaines. Il y a comme une autre histoire qui ressort. Oui, Julien Bournival-Vaugeois, qui a beaucoup fait jaser cette semaine à la suite du documentaire Alpha Télé-Québec. Voilà que le mouvement Desjardins menace de saisir sa maison, la maison de l'influenceur. Et pas à cause du documentaire, là. Non, parce qu'il est noyé dans les dettes au point de ne plus payer son hypothèque. Et là, cette nouvelle, elle survient au lendemain des révélations du journal concernant sa situation financière précaire. Il serait sur le point de déclarer faillite, on le rappelle. Donc, encore là, un contraste assez frappant pour celui qui se présente comme un coach d'affaires à succès sur les réseaux sociaux. Donc là, Desjardins qui a émis un préavis de vente, donc un avis de saisie pour sa résidence. Il y a 60 jours pour s'entendre avec l'institution financière. Et autre détail, moi, que je trouve quand même croustillant dans cette histoire, M. Bournival qui a tenté de s'expliquer dans une vidéo sur Instagram hier pour expliquer justement ses déboires financiers. Dans le fond, il blâmait un de ses employés qui l'aurait mené, selon lui, à perdre $1 million. Et
la vidéo, justement, a été retirée après qu'on ait sorti cette nouvelle comme quoi le mouvement Desjardins menaçait de saisir cette maison. Moi, j'espère qu'il y en a, ceux qui suivent, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, voient ça comme, hey, on peut vraiment dire et faire croire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On peut avoir l'air vraiment hot et big, avoir des grosses maisons, des grosses voitures, mais peut-être que les finances sont pas en santé. Je trouve que ça annonce ça aussi. Oui, puis ça montre justement le contraste frappant de comment on peut se présenter. Sur les réseaux, puis finalement, la réalité, c'est pas ça pantoute. Pas du tout. Mais c'est une leçon de vie, puis là, je la retrouve là, en même temps, parce que je vais vous le raconter à mesure, je viens de la retrouver. On a ce gars-là, là, Bournival, comment c'est Bournival? Julien. Puis t'as Geoffrey Holt. Geoffrey Holt, c'est un monsieur dans un village de New Hampshire. Il est décédé. Monsieur Holt, il est décédé, ça fait 2 ans, je pense, 2-3 ans, 2 ans. Il vivait dans une espèce de petite maison mobile, à moitié meublée. Puis il était connu dans le village, il rendait service à tout le monde, puis il se faisait payer un petit peu content, là, il changeait une fenêtre, il réparait une affaire, il réparait un bout de clôture, il faisait la pelouse, il entretenait les terrains de la ville, il faisait la pelouse, puis il se promenait sur son tracteur, il n'y avait pas vraiment d'auto, il se promenait sur son tracteur à gazon, avec les gens le voyaient dans la ville, avec sa chemise de chasse tout croche, puis son vieux chapeau, puis sur son tracteur à pelouse, il était un peu une joke dans la municipalité. Puis tout le monde le voyait comme un homme pauvre. Parce que contrairement à M. Julien, là, qui lui étale sa richesse sur les réseaux sociaux, l'autre étalait une vie très, très simple. Plus humble. Mettons plus humble. Il est mort à 82 ans. Il a laissé 4 millions US. L'habit ne fait pas le moine. Parce que le monsieur, là, toute sa vie, il vivait très modestement. Et il n'y a pas d'enfant. C'est sûr que c'est une dépense de moins, une grosse dépense de moins. Mais donc, il était veuf depuis quelques années. Et il a tout cédé à la ville, avec une liste de choses pour construire des parcs. Il y avait une liste de ses dernières volontés, là, des parcs, puis des équipements sportifs pour les jeunes, pour les enfants, des affaires pressées. Mais c'est juste pour dire, le monsieur, lui, dès qu'il y avait de l'argent, il achetait des actions de grosses compagnies, des actions de Coke, toutes des grosses compagnies, là, qu'on appelle des blue chips, là, des actions sûres, qui donnent des dividendes, puis il plaçait ça. Puis il plaçait ça, puis il plaçait ça sur des décennies. Sur des décennies, ça a tout pris de la valeur, ça a versé les dividendes, ils réinvestissaient tous. C'est juste une réflexion sur quand vous regardez quelqu'un qui a l'air riche, qui a l'air pauvre, qui pète de la broue, méfiez-vous. Mais quand t'as besoin de crier tes avoirs, tu sais, quand t'as besoin de crier que t'es généreux, crier que t'es dynamique, crier, tu sais, tu peux l'incarner, t'as pas besoin de le dire. Ouais. Quand tu le dis trop, c'est exact. Suspect. Ouais. Oui. Ah voilà, leçon de vie ce matin, on se méfie de qui a l'air riche et qui l'est vraiment. Beaucoup de réactions à la dernière nomination de Donald Trump à la santé. Oui, on continue de surprendre et de choquer du côté de Donald Trump. Après Elon Musk et Matt Gaetz, on a appris hier que c'est Robert F. Kennedy Jr., qui est un vaccino-sceptique notoire. C'est lui qui va hériter de la santé. Le nouveau... donc voilà, à quoi il veut s'attaquer. Donc sur le réseau X, hier, Trump a affirmé que sous la gouverne de Robert F. Kennedy Jr., tout le monde allait être protégé des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques. Des Big Mac? Peut-être des Big Ben Mac. Oui, parce que c'est un anti... c'est vraiment... C'est la nomination la plus bizarre. Au-delà des risques politiques, puis on en parlera, là. Mais, je veux dire... Trump, c'est Monsieur Vaccin. C'est lui qui a fait l'opération Warp Speed. C'est lui qui a fait développer le vaccin en accéléré pour qu'on ait un vaccin pour la COVID. Il était président des États-Unis, puis il a mis le paquet pour dire, regarde, moi, là, l'argent ne sera pas un enjeu. On en débloque de l'argent, puis ça prend un vaccin au plus vite. Puis là, il nomme comme secrétaire à la santé le gars qui était contre son vaccin. Ben c'est un des théoriciens des complots anti-vaccins les plus populaires. Là, Trump défend la liberté, lui il aime le fast-food, il défend ça. Là, il vient de nommer quelqu'un qui veut décider à ce que le monde va manger, là. Parce que c'est aussi un gars là, de la santé, puis qui veut rentrer dans les menus des restaurants, puis enlever... Donc, la seule explication, c'est impossible que Trump aime ce que ce gars-là représente, là. C'est que il avait besoin de l'avoir, parce que pour les gens moins familiers, Robert, on dit toujours c'était Biden contre Trump, là, mais si vous reportez, ou Harris ensuite contre Trump, mais si vous reportez, il y avait un troisième candidat. Robert F. Kennedy était candidat à la présidence. Il y a un bout de temps, il faisait quasiment 10% du vote. Là, à la fin, il faisait 4-5%, il fallait qu'il se retire. Mais qui allait aller chercher ces 4-5%-là? Et Trump a fait un deal. Tu vas m'appuyer, tu vas m'amener tes grenailles d'appui, mais qui est dans une course aussi serrée qui font une différence.
Et c'est sûr que ce jour-là, il a promis, je vais te nommer secrétaire. L'autre, c'est ça qu'il voulait, là, être secrétaire à la santé, c'était le rêve de sa vie. C'est quelqu'un qui a plein de théories sur la santé. En passant, il n'est pas médecin, il est avocat, il connaît rien à la santé plus que le reste du monde. Et donc, Trump a promis de nommer. On va en parler plus tard avec Stéphane Bureau. Peut-être qu'il y a un autre point de vue, mais pour moi, c'est un clown. Là. Pour moi, Robert F. Kennedy, c'est un pur clown, pur bouffon. Mais ton explication me permet de faire de la logique parce que moi, je voyais des mines très, très longues hier. Là. Les gens que j'ai croisés dans mon entourage, il y en avait... Mais c'est parce que les gens se demandent, moi, je pense qu'au Canada, mais tu sais, mettons, l'une des craintes qu'on a présentement, les gens dans le domaine de la santé publique, c'est le retour des maladies disparues, là, la rougeole, les oreillons, on se dit, est-ce qu'on rentre dans un monde complètement fucké où là, les gens se mettent à avoir peur de la vaccination. Les gens ont plus peur du vaccin que des maladies. Maladies graves, mais les maladies, on les connaît plus parce que les maladies sont disparues à cause des vaccins. Mais là, on a plus peur du vaccin que de la maladie parce que le vaccin, on a vu sur YouTube que c'est dangereux. Puis la maladie, on la connaît plus parce qu'elle est disparue depuis 50 ans, on la voit plus, là, tu sais. Et là, tu dis, il y a toute une génération de jeunes de 20, 30 ans, eux, là, ils ont entendu parler en mal des vaccins, puis ils n'ont jamais entendu parler de la polio. Parce que, je veux dire, il n'y a personne, leurs parents, dans les générations, il n'y a personne à la polio. Là. Les gens plus vieux, oui, mais... Fait que là, c'est tout ça. Là, tu dis, OK, là, tu nommes quelqu'un qui est un porteur de ces théories du complot, tu le nommes secrétaire à la santé dans le pays le plus puissant du monde. Est-ce que tu viens de faire un pas vers la réapparition de maladies disparues? C'est une question qu'on se pose à surveiller. Est-ce qu'il y a une crise financière qui pourrait affecter l'industrie du cinéma québécois, Isabelle? En tout cas, le cinéma Gouzeau, là, c'est un dossier du journal La Presse. Là. Hugo Jonca qui s'est penché sur la question. Puis c'est pas la première fois qu'on voit des articles sur le cinéma Gouzeau. C'est la banque CIBC, au fait, qui compte demander la liquidation des cinémas Gouzeau parce que c'est le prêteur principal du groupe en question. Réclame plus de 38 millions de dollars. Et ce qu'on dit, là, c'est qu'il y aurait eu plusieurs négligences. Donc, des comptes de taxes qui ne sont pas payés. Il semblerait que la ville de Laval, d'ailleurs, a eu recours en 2022. Il demandait 750 000 $ en taxes impayées. La banque aurait accordé mais à ce moment-là, Gouzeau, je me souviens, Gouzeau avait dit, écoutez, la pandémie, puis on comprenait, là, tous les restaurants, tout ce qui vivait du public après la pandémie était serré. Maintenant, est-ce qu'il s'est refait? Parce que lui et Gouzeau dit que la banque CIBC, c'est des clowns. Ah oui. Puis même si on le cite, là, on va la contester parce que c'est une gang d'imbéciles. Ça, c'est sa banque. Ça, c'est sa banque. Il a dit ça quand même à un média. Mais ce qu'on dit dans les autres négligences, c'est bon, peut-être comme tu dis, il y a eu la pandémie, difficile de se refaire, mais on dit les échéances qui ont été établies n'ont pas été respectées. Il y aurait eu une transaction étrange, là, quelqu'un qui pourrait acheter un terrain, mais c'est pas sûr, un achat mystérieux, on n'a pas toutes les modalités. Ça aussi, ça a été dans les cartons. Donc, ça reste à suivre. Mais il va devoir clarifier sa situation financière parce que quand ça se retrouve dans le journal que tu es en difficulté financière, je veux dire, là, tous tes créanciers se mettent à paniquer, ça déclenche une réaction en cascade. Complètement, parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ils vont s'adresser à la Cour supérieure pour obtenir la mise sous séquestre. Donc là, ça se pourrait qu'avec la loi de la protection de la faillite et d'insolvabilité, ça se pourrait qu'ils puissent continuer ses activités. C'est plus de 100 cinémas, juste pour le public. 145 cinémas à Montréal, dans les environs. Là, c'est beaucoup. C'est énorme. Puis là, si jamais ils démantèlent l'espèce de Gouzeau, les terrains et tout ça, ça se pourrait qu'ils puissent continuer d'opérer, mais ça se pourrait aussi que le terrain aille à quelqu'un, que le cinéma aille à un concurrent, que le restaurant aille à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être en pièces détachées, que ça pourrait être revendu de cette façon-là. Donc, il y a encore plusieurs points d'interrogation autour du dossier, mais ça va pas super bien. Là. Beaucoup de dettes aussi. C'est vraiment ça qu'on dit, puis qu'il ne paye pas, visiblement. Les taxes municipales aussi. Ouais. Mais lui, il semble vraiment confiant que sa situation financière, il dit que d'ici quelques semaines, tout ça va s'être clarifié. On va surveiller. Ça n'a pas été fort pour le Canadien encore hier. Marc, contre le Wild, je regardais ça, je pense, dans les 3 dernières années, ils ont fait 6 ou 7 buts total contre le Wild. Là. La dernière victoire du tricolore face au Wild, ça remonte à 2011. Ah oui? Oui. Donc là, le Canadien qui revenait d'un match de 7 buts, ça allait bien, mais certains croyaient que c'était reparti. Ben non. On a livré un bon combat, mais ça s'est finalement soldé 3-0. C'est ça. Si tu as regardé le match, le Canadien, parce que moi, je disais entre le hockey et le football, le Canadien était dans le coup. Il restait dans le coup quand même longtemps. C'est resté 1-0 là, jusqu'à presque la toute fin. Mais en même temps, tu te dis, ils ont presque pas eu de chance de marquer. Là, 1 ou 2. Puis il y a un joueur qui se démarque, c'est Lane Hudson. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est un 11e revers de suite du CH face au Minnesota. Ouais.
Fait que la séquence de victoire, c'est terminé à une. Et McDavid, c'est fait. Moment historique hier dans la LNH. Connor McDavid, qui est rentré dans un club très select en inscrivant son 1000e point en carrière dans une rencontre face aux Predators de Nashville. Il devient le 4e joueur le plus rapide de l'histoire à réaliser l'exploit. Seuls 3 légendes le devancent, Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Mike Bossy. Dans cette liste-là, Gretzky, le mieux, je le savais, mais ça a été un rappel à quel point Mike Bossy a été un grand, parce qu'on dirait notre mémoire a juste retenu Mike Bossy pour les buts. Des buts, des saisons de 50 buts, puis dès sa saison recrue, des buts. Mais des points aussi, il faisait des passes. Il a atteint le cap des 1000 points avant Connor McDavid. Là. C'est comme une espèce de réveil. OK, ça a pris moins de matchs à atteindre les 1000 points que Connor McDavid. Fait que c'est un rappel que, oui, il faisait beaucoup de buts. En ratio, souvent, ces joueurs-là, comme Gretzky, c'est beaucoup de passes. Gretzky, c'était un marqueur, mais c'était aussi tout un pointeur.